C'est un terrible et effroyable drame humain que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Un drame familial et social qui, en partant d'un énième différend familial, il s'agit précisément de coups violents portés à une épouse dans un contexte devenu, au fil du temps, acariâtre et toxique, a touché tout un village, toute une région, toute une famille et toute une institution. Car, par un funeste et terrible sort, les victimes collatérales de ce drame vont être multiples. Il y aura des morts, des blessés, des tierces choquées à vie. C'est l'exemple même, tragique, fatal, d'un dérapage incontrôlé. Ici, la violence est sans doute montée crescendo pour, au bout du compte, se terminer en apothéose tragique et funeste pour tous ceux qui auront le malheur de croiser la route d'un homme, sûr de sa toute-puissance, machiste, déjà pas facile, essai de notoriété publique, devenu ce soir-là ivre de rage et de colère. Pourtant, 2 heures auparavant, rien encore ne l'y prédestinait. Rien non plus ne laissait présager une telle scène de guerre. Les faits rapportés, s'ils n'étaient pas aussi tragiques, seraient presque d'une banalité effarante, totalement en phase avec la société actuelle et ses dérives de plus en plus violentes. Cela arrive souvent désormais et partout, dans tous les milieux sociaux, dans tous les environnements, et même si on n'y s'y habitue pas facilement, c'est ainsi. Les faits sont là, cruel, imparable. Nous sommes dans une petite commune du département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de Saint-Just. C'est la soirée du mardi 22 décembre 2020. Dans 2 jours donc, on va fêter Noël et ici comme ailleurs, on s'y prépare. Les sapins brillent déjà dans quelques maisons, décorés par des enfants qui ont hâte. Sur la commune de Saint-Just, dans un hameau retiré, un homme, jusque-là sans histoire connue, bat sa femme. Les raisons initiales de ce déchaînement de violence semblent obscures, mais les coups portés, les menaces proférées sont bel et bien là. Une femme est victime des coups de son mari et elle ne sait pas se défendre. Cette dernière, terrorisée et craignant pour sa vie, appelle à l'aide. Une amie proche reçoit l'appel téléphonique et prévient les secours. Mais en voulant lui porter secours à celle qui n'a eu que le choix et le réflexe salvateur de se réfugier en équilibre instable sur le toit de sa maison, auquel le mari irascible va bientôt mettre le feu, 3 gendarmes vont trouver la mort et un 4e sera grièvement blessé par ce mari devenu fou. Cet exploitant forestier âgé de 48 ans. Il quittera les lieux et il sera retrouvé décédé le lendemain matin. Il semble qu'il se soit donné la mort dans la nuit. Tout alors est incompréhensible. Qui est cet homme ? Que s'est-il précisément passé dans ce hameau perdu à la nuit tombée ? Pourquoi cet homme s'en est-il pris à sa compagne ? Et, de surcroît, comment cet homme a-t-il pu ainsi ôter la vie à plusieurs reprises ? Quelles étaient ses motivations profondes ? Pourquoi a-t-il dérapé précisément aujourd'hui ? L'alcool était-il un facteur aggravant ? L'enquête judiciaire, on s'en doute, sera longue et particulièrement complexe. Alors aujourd'hui, un peu plus de 4 ans plus tard, avec toujours beaucoup d'humilité, de retenue, alors que les plaies ne sont que très lentement cicatrisées. Essayons donc de comprendre, au vu du dossier judiciaire et des divers documents techniques qui ont été établis au sujet de ce drame, qui s'est déroulé à une époque contemporaine, somme toute pas si lointaine que cela, des divers témoignages écrits et verbaux, consultés ici et là, des archives de toutes sortes non classifiées retrouvées, conservées et examinées au mieux, malgré le temps qui passe trop vite, au vu aussi des articles de presse, tous richement documentés, parus au fil des jours suivant les faits teintés d'une violence inouïe. Comment ce drame, totalement imprévisible, a pu survenir ainsi ?
Car c'est bien un drame humain très fort, drame qui a meurtri une communauté tout entière et posé des questions légitimes à tout le pays, quant au comportement de certains de ses citoyens et à la sécurité de tous les autres, y compris de ceux qui, justement, ont en charge d'assurer, de jour comme de nuit, leur sécurité. Pour bien appréhender l'histoire, pour bien en saisir les tenants et les aboutissants, il nous appartient tout d'abord d'étudier en détail, avec une grande minutie et une objectivité totale, sans prendre parti, sans exprimer d'opinion non plus, ni d'empathie exagérée, les lieux du drame, les acteurs qui ont concouru, le déroulement tragique de l'après-midi, de la soirée et de la nuit à venir, de ce mardi 22 décembre 2020. Car elle fut une nuit terrible et interminable, pleine d'horreur et d'incrédulité. Saint-Just est une toute petite commune, peuplée à peine de 157 habitants, située dans le sud-est du département du Puy-de-Dôme, dans l'arrondissement d'Ambert. À l'est, ce sont les départements de la Loire et du Rhône, en Libradois-Forêt, qui bordent la région. Plus au sud, on devine déjà la Haute-Loire et le Puy-en-Velay, à côté du Cantal et de ses plateaux rugueux et austères. C'est une commune sans histoire, comme il en existe des centaines d'autres dans nos départements. On est là, au cœur de la communauté de communes Ambert, à cheval sur plusieurs anciennes provinces françaises. Une vingtaine de hameaux et d'écarts constituent l'essentiel des fermes habitées, environnant le tout petit centre-bourg. Aucune date historique, aucun fait significatif n'a jamais manqué le village de Saint-Just, ou même la région. Quelques maquis, tout au plus, se sont installés ici à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont fait parler d'eux. La région au relief tourmenté d'Auvergne se prête fort bien au cyclisme et au cyclotourisme, à la randonnée aussi, avec ses nombreux vallons, ses innombrables collines, ses virages sur ses petites routes étroites, ses petits cols mythiques qui, à chaque fois qu'ils sont gravis en tête, sonnent comme des victoires d'étape pour les amateurs de la petite reine. Quant aux randonneurs, ils ont 1000 chemins balisés à leur disposition. Même pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, les chemins ne sont jamais très éloignés. L'un de ces hameaux du bourg, situé à 5 km plus au sud, est justement le Crau, où se serrent côte à côte entre vallons et collines quelques granges et fermes plutôt isolées. Car nous sommes ici, et ce n'est faire injure à personne que de le dire de cette façon, dans la France rurale, la France profonde, la France de toujours. Élevage, culture et céréales constituent l'essentiel de l'activité agricole du pays, qui pratique toujours encore quelques agriculteurs tenaces que l'exode rural n'a pas encore atteint. On accède au lieu-dit, le Crau, par les routes départementales D251 et D256, venant des bourgs de Pauls et de Font-l'Aubine. C'est assez isolé, plutôt retiré, même pourrait-on dire, et en dehors de ces deux axes secondaires, ce ne sont que de multiples chemins ruraux et vicinaux, chemins des champs aussi, qu'il faut bien connaître et reconnaître pour ne pas se perdre et errer sans but dans la campagne. Ambert, la modeste et charmante sous-préfecture avec ses 6500 habitants à peine, est à 15 km plus au nord.
Là, il y a le grand marché du samedi matin, lieu de rencontre éternelle de plusieurs générations et de savoir-faire ancestraux, aujourd'hui devenus fragiles. On chuchote même à bas bruit qu'il y aurait de temps en temps des truffes, trésor national tabou. À 60 km plus à l'ouest, en bordure de l'autoroute A75 et niché dans la vallée qui serpente entre deux collines, se trouve Isoire, le grand centre administratif, industriel et commercial de toute la région, traversé par la Gouze et l'Allier si poissonneux. C'est pareil pour Thiers, cet ancien foyer industriel régional, jadis dynamique, situé 60 km plus au nord. Quant à Clermont-Ferrand, la préfecture est la capitale régionale. La ville, avec sa cathédrale en pierre de lave noire, visible de loin, est à 100 km au nord-ouest et les gens n'y vont guère sans motif impérieux. D'autant que le réseau routier alentour n'est que très peu propice à de grandes et lointaines échappées automobiles rapides et sûres. Le pays est rude déjà, situé sur les tout premiers contreforts du Massif central, qu'on aborde juste un peu plus bas. À plus de 500 mètres d'altitude moyenne, riche de cols culminants, à 900 mètres, souvent noyé dans la brume des petits matins glaciaux d'hiver. Saint-Just et ses hameaux dispersés connaissent de fait des hivers longs et rudes, où la neige et le froid s'invitent dès les premiers frimas du mois d'octobre sur les reliefs et peuvent régulièrement durer bien au-delà de Pâques. Et c'est le cas en ce mois de décembre 2020. Paradoxalement, les étés certes un peu courts pour les amateurs de grandes périodes ensoleillées sont souvent chauds et flamboyants. Si le pays est rude, les hommes qui le peuplent le sont tout autant, taiseux, travailleurs d'une terre héritée de façon séculaire, mais qui se montrent parfois ingrates. Ils ont les valeurs ancestrales chevillées au corps. L'honneur, la vertu, le courage sont ici des valeurs partagées, sûres et reconnues. Topé dans la main avec le rituel coup de blanc remplace souvent des pages d'actes notariés. Alors les jeunes partis sont aussi moins nombreux et on serre les rangs. C'est un pays de France. Le mardi 22 décembre 2020, alors que le jour est tombé depuis longtemps déjà, que la traite des bêtes a été faite et que les soins ont été prodigués comme chaque soir sans faille. Il n'y a plus guère de monde dehors. Les granges et les étables sont fermées, les engins agricoles rangés. Ici ou là, un chien se met à aboyer sans raison. Un autre, plus loin, lui répond. Les fermes se recroquevillent sur elles-mêmes pour la nuit. Dans les demeures solides, construites jadis en pierre du pays, faites pour durer, chacun est chez lui, autour de l'âtre où se consume une énorme bûche ou devant la télévision. Les rues en tout cas sont désertes et les bruits restent feutrés. Au Crau, une violente dispute éclate au sein du couple Limol. Il n'est alors pas loin de 20h45. La grande comptoise de la pièce à vivre faisant foi. Frédéric Limol s'en est pris violemment à sa compagne du moment, Sandrine, mère de 2 enfants, 2 filles absentes ce soir-là du domicile familial. Sandrine le craint pour son ego démesuré, sa force et sa brutalité, le sachant de surcroît lourdement armé. Elle n'aura d'autre ressource que de se réfugier à la hâte, vêtue comme elle est au moment de recevoir les premiers coups sur le toit de la maison. Les raisons de l'altercation restent, à ce stade, inconnues. Mais, à bien y réfléchir, il y en avait-il vraiment pour cet homme égocentrique et sûr de son bon droit? Le couple installé ici depuis 3 ans maintenant, peu communicatif, n'est pas jusque-là connu pour cela, du moins au village et à la gendarmerie locale. Mais il y a un bémol à prendre en compte, et il sera d'importance. Ici, les murs sont épais et Sandrine ne s'est jamais confiée non plus à quiconque. Paniquée de voir son compagnon surexcité et bravache, un pistolet Glock à la main, angoissée, transie de froid, car il ne fait pas chaud dehors, cette dernière arrive à grand-peine à prévenir une de ses amies proches par téléphone. Les mots de Frédéric Limol sonnaient en effet comme un avertissement sinistre. « Je vais tous vous tuer ».
À 20h52, l'amie, suffisamment convaincante, appelle le centre opérationnel de la gendarmerie à Clermont-Ferrand. Il est vrai que le timbre de sa voix a de quoi inquiéter, tout comme les détails précis et glaçants qu'elle donne au sous-officier de permanence, notamment sur les coups que son ami aurait reçus au visage et à la tête, photo à l'appui. Les gendarmes vont se déplacer et intervenir au sein de ce foyer. C'est une opération de gendarmerie qui s'inscrit dans un cadre de violence intrafamiliale, malheureusement banalisé depuis plusieurs années. Moins de 3 minutes plus tard, l'appel est, comme il se doit, retransmis à la brigade territoriale autonome de la gendarmerie nationale à Ambeur, l'unité territorialement compétente, et au PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie locale. Le relais va être pris, toujours sous la supervision du centre opérationnel départemental, qui garde un œil attentif sur cette affaire et ses éventuels développements. Pur hasard du moment ou coïncidence due au calendrier hivernal, le reste du département est très calme ce soir et aucune autre intervention d'importance n'a lieu en ce moment. Les gendarmes de Clermont-Ferrand peuvent donc rester concentrés sur cet appel. Et c'est ce qu'ils vont faire. De la résidence de la gendarmerie d'Ambert, située un peu en dehors de l'agglomération qu'ils doivent traverser de part en part, partent simultanément 2 patrouilles. L'une de la brigade territoriale, l'autre du peloton de surveillance et d'intervention. Les hommes se sont préparés aussi vite que possible et montent à bord de leur véhicule, toujours prêts à partir. Compte tenu des 15 km à parcourir en pleine nuit sur des routes de campagne étroites et sinueuses, glissantes et humides, ils passeront à Saint-Just et arriveront sur place à 21h27 au hameau du Crau, où ne filtre aucune lumière. Les délais sont plus que respectables et en réalité, les gendarmes ont fait au plus vite, ne sachant pas de quoi il en retournait exactement. À part l'appel relayé par cette femme apparemment toujours jaugée sur un bout de toit de la maison et la dureté des propos proférés par son compagnon. Dans le hameau désert, personne ne semble vraiment attendre les gendarmes. Sans doute les rares voisins occupés chez eux n'ont-ils rien entendu. Ils stoppent les véhicules, descendent et commencent à s'enquérir de ce qui se passe. Ils cherchent, appellent, se rendent compte qu'il y a bien une femme sur le toit en équilibre précaire. Personne ne les attend, avons-nous dit. Personne, non. Sauf cet homme de 48 ans, Frédéric Limol, exploitant forestier, passionné d'armes de tout type, armes à feu et armes blanches, qui est justement lourdement armé ce soir-là et qui ne va pas tarder à mettre le feu à sa propre maison. Il est alors 22h18. Un rougeoiement funeste, d'abord timide, puis plus engageant, commence à éclairer les ruelles qui cinglent la maison du couple Limol. Dès qu'il aperçoit les gendarmes qui se garent non loin de la maison familiale et descendent de part et d'autre du premier véhicule, il tire sur eux avec sa carabine AR-15, une réplique parfaite d'une arme de guerre, arme redoutable, équipée de surcroît d'une lunette à vision nocturne et d'un silencieux. L'homme connaît très bien cette arme et sait indéniablement s'en servir. Et, sans scrupule, il va faire un carnage. Sans perdre de temps, les gendarmes rendent compte au centre opérationnel de la gendarmerie à Clermont-Ferrand. Il leur faut d'urgence le concours des sapeurs-pompiers pour éviter que la maison ne flambe entièrement et que le sinistre se répande aux autres habitations du hameau, toutes plus ou moins enchâssées l'une dans l'autre ou situées à proximité de brandons enflammés qui virevoltent dans l'air. Et il leur faut des renforts, car ils sont en mauvaise posture. Pour combattre le feu, le centre opérationnel de la gendarmerie renvoie l'alerte sur le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme. C'est le centre de secours principal d'Ambert, du groupement Est, qui est sonné et dont le lieutenant, chef de centre, fait immédiatement décaler tous ses moyens disponibles une fois les équipages réunis.
un fourgon pompe-tonnes, un fourgon polyvalent et une ambulance. L'officier de permanence va les accompagner à bord de son véhicule de liaison. Et lui, qui assure la permanence cette nuit-là, sait par une longue expérience que ces incendies nocturnes sont toujours complexes à aborder et difficiles à maîtriser. On n'a que peu d'éclairage, voire pas du tout. On cherche les poteaux à incendie rouge, parfois cachés par la végétation. On voit mal dans l'ensemble et, à force raison, on craint le pire. Pendant ce temps, sur place, face à la maison qui commence à s'embraser, 2 gendarmes descendent du véhicule et tentent de s'approcher de la femme qu'ils ont aperçue perchée sur le toit, en équilibre instable. Ils ont pu échanger avec elle, notamment par SMS, et connaissent la dangerosité et l'énervement extrême de son compagnon. Ils n'ont hélas pas le temps de réagir. De la maison, le mari sort brusquement, arrachant presque l'un des battants de la porte d'entrée, leur fait face dans la nuit noire, seule sa silhouette tranchant sur les premières flammes scintillantes et, sans sommation aucune, tire froidement et à plusieurs reprises sur les 2 militaires. Il tire depuis la porte et depuis l'embrasure d'une des fenêtres du rez-de-chaussée de l'habitation. Le premier, le brigadier Arnaud Mavel, âgé de 21 ans seulement, est très grièvement blessé par les tirs intempestifs de celui qu'on peut désormais nommer le forcené. Le jeune homme décédera un peu plus tard, mortellement touché. Rappelons qu'à ce moment précis de l'action, il est 22h40. Le garçon venait d'apprendre 3 jours avant, le samedi 19 décembre, qu'il allait pouvoir intégrer très prochainement une école de sous-officiers de gendarmerie brillamment reçue au concours national, classé 150e sur 1110 candidats. Il était heureux et fier. Marilyn, sa mère, Christophe, son père, Amandine, sa sœur, vont eux aussi pleurer longtemps ce garçon courageux. Puisqu'en même temps, l'action ayant été quasi simultanée, le second gendarme, l'adjudant-chef Bertrand Boyon, âgé de 50 ans, commandant le PSIG, est sévèrement touché à la cuisse, mais réussit in extremis à se mettre à l'abri. Ils n'ont pas eu le temps de faire les sommations d'usage, a fortiori de parlementer ou de riposter. L'homme sera conduit au centre hospitalier d'Ambert dès l'arrivée de la première ambulance des sapeurs-pompiers. Il s'en sortira, mais n'apprendra que plus tard la mort de son tout jeune collègue. Il vient de perdre un tout jeune collègue et il est effondré. À l'état-major de la gendarmerie départementale à Clermont-Ferrand, c'est le branle-bas de combat. L'officier supérieur qui commande le groupement de gendarmerie départementale se rend sur les lieux. Il va coordonner l'action de ses personnels sur le terrain. Il a retenu cette devise d'un ancien patron du GIGN. La place du chef, c'est devant ses hommes. Alors que le temps file, insensible au drame, un périmètre de sécurité est mis en place autour de la maison et, très vite, autour du hameau. Des voisins sont évacués à la hâte et remis au maire qui les met en sécurité au centre-bourg de Saint-Just. Il est alors 22h45. Dans un premier temps, il faut s'assurer que les sapeurs-pompiers qui sont arrivés sur place peuvent aller combattre l'incendie, sans risquer leur vie. Cela paraît toutefois mission impossible dans l'immédiat. Les 2 autres gendarmes, présents sur les lieux, tentant de secourir tout à la fois la femme jaugée tout là-haut et leurs collègues visés par les tirs du forcené, sont également pris pour cible par l'homme, qui est retourné à son domicile où il s'est retranché, toujours lourdement armé. Les gendarmes qui ont assisté, impuissants à toute la scène, l'arme à la main, ont déjà donné l'alerte. Les patrouilles, prévenues successivement, arrivent très vite sur les lieux très isolés. Plus d'une vingtaine de gendarmes sont présents et on en attend d'autres. On a là, sans surprise, les PSIG d'Isoire, de Thiers et de Clermont-Ferrand, ainsi que des patrouilles venues de diverses unités territoriales, d'abord les plus proches, puis les plus éloignées. Saint-Anthème en premier, Arlan, Saint-Amand, Roche, Savine, et d'autres encore.
Le PSIG de Montbrison, situé dans le département limitrophe de la Loire, est également en route, avec un équipage renforcé. S'il le faut, d'autres seront eux aussi activés. La nuit ne sera pas tranquille, loin s'en faut. On a fait venir aussi un gendarme négocieur départemental. En vain, l'homme est sourd à toute discussion. Il est précisément 22h45 quand la deuxième unité de la gendarmerie d'Ambert est prise sous le feu intense du forcené qui s'est remis à tirer. 2 gendarmes sont mortellement touchés, malgré les précautions prises. Le lieutenant Cyril Morel, commandant en second de la compagnie de gendarmerie d'Ambert, âgé de 45 ans, officier depuis 2017, après avoir servi dans les brigades de Saint-Amand, Tallande et de Comronde, s'effondre mortellement atteint. À ses côtés se tient l'adjudant Rémi Dupuis, 37 ans, de la brigade de gendarmerie départementale d'Ambert, ancien gendarme mobile, puis officier de police judiciaire à Issoire, et puis ici, à Ambert, s'effondre lui aussi. Tous deux étaient mariés et pères de famille. Séverine et Eugénie sont des veuves inconsolables. Chacun d'eux avait 2 enfants. Morgane et Maxence chercheront leur père. Cyril convient de leur ravir. Lily-Rose et Lucas pleureront Rémi, leur papa. À cette heure-là, il y a 3 victimes mortellement touchées parmi les gendarmes et au moins un blessé. L'homme déterminé, aveuglé de haine, sait manifestement se servir de ses armes et il le démontre. Le centre opérationnel de la gendarmerie à Clermont-Ferrand, sous l'autorité de l'officier supérieur de permanence au groupement de gendarmerie départementale, prend vite les choses en main, alerte le commandant régional à Lyon et va coordonner l'envoi des renforts massifs, avec mesures de sécurité renforcées. Il y a déjà des morts et des blessés parmi les gendarmes sur le terrain, c'est acquis comme renseignement. Mais on n'a pas encore communiqué les détails aux médias, eux qui se doutent bien qu'il se passe quelque chose d'étrange dans la région. On n'évoquera pas notamment les 3 décès, les familles n'ayant même pas encore été avisées. Les sapeurs-pompiers également ont alerté leur chaîne de commandement. Sans surprise, l'officier de permanence du service départemental d'incendie et de secours à Clermont-Ferrand va faire monter en puissance son propre dispositif de secours. Pour secourir les blessés, il informe le SAMU départemental toujours à Clermont-Ferrand, qui envoie un premier véhicule de SMUR du centre hospitalier d'Ambert, où il est basé, puis un second de Clermont-Ferrand. Il fait aussi partir plusieurs véhicules de secours et d'assistance aux victimes, les VSAV, des ambulances fortement médicalisées, qu'il a ponctionnées dans plusieurs centres de secours du département, placés sous son autorité. C'est déjà une opération d'envergure, opération à laquelle il faut ajouter plusieurs fourgons pompe-tonnes envoyés pour combattre le sinistre, qui, lui, se développe inlassablement au hameau du Crau. À 23h, les équipes médicales des SMUR de Clermont-Ferrand et d'Issoire, coordonnées depuis Clermont-Ferrand par le médecin régulateur du SAMU 63, en poste au centre de réception et de régulation des appels, le CRRA, sont sur place avec l'appui de l'hélicoptère Dragon 63 de la sécurité civile, basé lui aussi à Clermont-Ferrand. Par précaution, les SAMU des départements limitrophes ont aussi été alertés et sont prêts à décaler, s'il le fallait, pour venir renforcer leurs collègues. Face à la dangerosité du forcené qui tire toujours sans compter ses propres cartouches, les sapeurs-pompiers, aidés des gendarmes sur place, mettront plusieurs dizaines de minutes à s'approcher des 2 blessés. Pour l'adjudant-chef de 50 ans, la jambe garrottée s'est gagnée. Il va être évacué dès que possible sur le centre hospitalier d'Ambert, comme nous l'avons déjà dit. Malheureusement, pour le jeune gendarme, le médecin du SAMU et l'équipe médicale qui l'entoure sont restés impuissants. Ils n'ont rien pu faire pour le ranimer. Les lésions étaient multiples et mortelles. Il est un peu plus de 23h maintenant. Le sous-préfet d'Ambert, alerté en temps réel, et le maire de la petite bourgade ont été mis en sécurité à l'intérieur de la petite mairie de Saint-Just, devenue un poste de crise et de commandement, et qui est gardé. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, M. Éric Maillot, a été informé par les officiers commandants, le groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme, des premiers éléments factuels déjà recueillis.
Il va, lui aussi, se rendre sur les lieux. Dans la nuit, il avertira la chancellerie à Paris, en l'occurrence le garde des Sceaux, M. Éric Dupond-Moretti. Le commandant régional de la gendarmerie à Lyon, habitué aux crises graves, va faire les choses avec méthode. L'information est retransmise sans délai au Centre national opérationnel de la gendarmerie, à la Direction générale de la gendarmerie à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Là, les décisions sont prises au plus haut niveau. Le ministre de l'Intérieur, M. Gérard Darmanin, est avisé avant minuit. De même que le directeur général de la gendarmerie nationale l'a été et qui a déjà rejoint le centre opérationnel national. Un premier hélicoptère des forces aériennes de la gendarmerie en zone sud-est va décoller du détachement aérien le plus proche. Ses phases de recherche très grande puissance et sa caméra thermique embarquée vont être des aides précieuses pour les personnels au sol. Les équipes d'alerte du GIGN à Versailles-Satory et de l'antenne GIGN de Dijon, dans le département de la Côte d'Or, sont dépêchées vers Saint-Just. Elles y arriveront presque ensemble, à 2h30, celle de Dijon étant toutefois la première arrivée sur place. Dès lors, ce sont ces unités qui conduisent les opérations de reconnaissance et de recherche. Pour parfaire le dispositif de bouclage, de nouveaux renforts avec personnel sont mis en alerte avec les départements voisins, notamment dans la Loire et la Haute-Loire, et d'autres unités de gendarmerie mobile sont pré-alertées, car il va falloir tenir dans le temps. Sur place, après 23 heures, pendant que les gendarmes pleurent leur mort, les tirs ont cessé. Toujours intensifs, puis devenus sporadiques, ils semblaient s'être éloignés peu à peu, pour, au final, se confondre avec le silence de la nuit. Plus rien ne bouge dans la maison. L'épouse, terriblement choquée, a enfin pu être secourue et tirée de ce mauvais pas. En hypothermie et très choquée par ce qu'elle a vu et entendu, elle est conduite au centre hospitalier d'Ambert, où elle restera sous surveillance étroite jour et nuit, du moins tant que son époux n'est pas localisé et retrouvé. De toute façon, elle n'aurait pu répondre à aucune question des enquêteurs. Car malgré les barrages mis en place, les nombreuses patrouilles lancées sur les moindres chemins et gardant le moindre carrefour, malgré la surveillance exercée par l'hélicoptère bleu qui gronde inlassablement dans la nuit épaisse, l'homme semble avoir réussi à prendre la fuite. Peut-être du moins, c'est ce qu'accréditent les renseignements recueillis. Est-il à bord de son véhicule tout-terrain ? Sur place, devant cette maison dont il ne reste désormais que des murs noircis et des cendres. C'est une véritable scène de guerre qui se dévoile petit à petit. Des centaines et des centaines de douilles ont été prélevées, à croire qu'il y avait plusieurs tireurs. Mais non, c'est bien le fait d'un seul homme. C'est là le lent et fastidieux travail des gendarmes de plusieurs unités de recherche. Il s'agit en effet de tout relever, de tout coter, de tout prélever. Croquis détaillés, plans, tout doit permettre de retracer l'itinéraire du forcené. Et ce, depuis 21h et la première alerte reçue jusqu'à l'aube. Après la fuite confirmée du suspect, qui a profité de l'épaisseur de la nuit auvergnate, du feu qui couvait et du drame survenu devant la maison, une vaste chasse à l'homme est lancée dans tout le département, puis rapidement étendue à toute la région. Les gendarmes sont encore épaulés par des renforts jusqu'au plus fort de la nuit. Ils sont près de 350 à quadriller les routes, chemins, carrefours et villages. Il y a là plusieurs équipes cynophiles lancées sur les traces de l'homme, un escadron de gendarmerie mobile arrivé sur place, l'hélicoptère qui, inlassablement, tournoie et éclaire. C'est presque une scène de guerre, diront les habitants surpris par le va-et-vient et le bruit. Dans les villes environnantes, où la police nationale est compétente, l'alerte a aussi été relayée. À Issoire, Clermont-Ferrand, Thiers, ailleurs aussi, des patrouilles de la police nationale sillonnent les rues et contrôlent les grands axes. À l'aube, alors que les brumes se déchirent à peine, le véhicule de l'homme en fuite sera retrouvé, dans un petit chemin forestier, pas très loin en fait du Crau, puisqu'on n'est qu'à 1,5 km à vol d'oiseau.
L'endroit est très retiré, très isolé, invisible de nuit sans tomber nez à nez avec lui. À bord du gros véhicule qu'il a pris le soin de piéger avec une autre arme à feu au niveau de la portière avant droite et qui s'est violemment renversé sur le flanc et s'est ensuite encastré dans un arbre, signe de la folie et de sa haine vis-à-vis des gendarmes. L'homme mort, lui, porteur d'un gilet pare-balles, signe sans doute son extrême radicalité. Gît à proximité immédiate du véhicule. Il est seul. Il semble, au vu des premiers éléments techniques relevés sur place, que l'homme ait mis fin à ses jours. Il avait une arme à la main droite et présentait une perforation par balle nette et visible entre le tympan droit et le tympan gauche. Tout cela ressortira nettement des constatations techniques faites sur place et médico-légales lors de l'autopsie. À sa ceinture pendaient encore plusieurs couteaux impressionnants et près de lui se trouvait posé un fusil d'assaut équipé d'un silencieux et d'une lunette de tir de précision. Toutes ces armes seront immédiatement saisies et ultérieurement expertisées par des balisticiens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN, basé à Pontoise dans le Val d'Oise. À 8h30, alors qu'il est déjà en route pour se rendre à Saint-Just, le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, confirme, tout comme l'annonçait le procureur de la République, les circonstances probables du décès de l'homme. L'autopsie ultérieure et la scène de crime gelée toute la journée du mercredi 23 décembre par les techniciens en identification criminelle confirmeront ces premières déclarations. Sur place, de longues discussions ont lieu entre le ministre de l'Intérieur, ses plus proches conseillers et les représentants de la gendarmerie nationale, du parquet de la préfecture, des services de secours intervenus ce jour-là et confrontés au même risque. Tout cela, eu égard au drame et à ses terribles conséquences, restera confidentiel. Quant aux habitants du hameau, du village de Saint-Just, de la petite ville d'Ambert, c'est la stupéfaction et la sidération. Ici, tout le monde se connaît. Les gendarmes sont souvent des enfants du pays. On les respecte et ils sont plutôt bien intégrés au tissu social. On les voit souvent, ils vivent d'ailleurs parmi la population. Leurs épouses travaillent ici, leurs enfants vont à l'école communale et au collège local. Alors, naturellement, on les pleure. L'homme, né en 1972 aux Antilles, est le fils d'un militaire et également diplômé de l'école spéciale des travaux publics. Promotion année 1998. Autrement dit, il avait un avenir tracé devant lui, notamment dans le groupe de bâtiments et de travaux publics Lafarge, qu'il avait vite intégré. Lui-même a d'ailleurs été jadis, c'était en août 1995, aspirant lieutenant au 15e régiment du train stationné caserne Marceau à Limoges, dans le département de la Haute-Vienne. Mais il ne s'engagera pas et laissera a posteriori de mauvaises impressions aux jeunes gens qui l'encadrent. Mais de vieux démons enfuis vont ressurgir. Il est catholique pratiquant, peut-être catholique intégriste extrémiste, et il se dit qu'il a le coup de poing facile et n'a pas non plus sa langue dans sa poche, ce qui peut et va d'ailleurs le desservir. L'ingénieur informaticien se noie très vite dans les théories complotistes et survivalistes. Pendant longtemps, sa première épouse a cru qu'il jouait au fou, mais ne pensait pas qu'il y accordait du crédit. Et pourtant, on sait maintenant qu'il parlait de plus en plus des Illuminati, des francs-maçons, qu'il affirmait haut et fort que la pandémie avait été spécialement créée pour réduire la population mondiale trop nombreuse. Le divorce avec sa première compagne, Catherine, prononcé en 2015, s'était déjà soldé par des menaces de mort à son encontre. Le conseil de Catherine, maître William Baillet, ne peut que le déplorer. La victime avait déjà déposé plainte, mais l'affaire avait été classée sans suite par le tribunal local. Cependant, on voit ici ressortir le caractère acerbe de l'homme, caractère qui s'affirmera encore au fil du temps qui passe. Il avait été déchu de ses droits parentaux et son droit de visite à l'égard de leur fille commune avait été limité au seul domicile de la mère.
Mais cela, la justice auvergnate ne le sait pas encore. Pas plus qu'elle n'est informée des plaintes déjà déposées dans le Sud par son ex-compagne et les avertissements qu'elle avait pris le soin de lancer. Au moment des faits, en ce sinistre soir de décembre 2020, Frédéric Limolle a 48 ans et dans la force de l'âge. Il s'était installé ici au Crau il y a un peu plus de 3 ans, où il avait créé une petite entreprise d'exploitation forestière. Devenu officier de réserve de l'armée de terre en 1995, c'était, au dire de tous ceux qui le connaissaient, un passionné d'armes à feu, mais aussi d'armes blanches, du style couteau de guerre, coutelas, etc. Il possédait officiellement 3 armes à feu, dont un fusil semi-automatique, réplique parfaite d'une arme de guerre, retrouvée à son domicile dès le lendemain, lors des perquisitions effectuées. Mais d'autres armes illégales et de fait non déclarées étaient également sa propriété. Elles ont toutes été saisies. Les enquêteurs ont aussi retrouvé chez Frédéric Limolle plusieurs pistolets Glock 2 carabines AR-15, la version civile du M16, le fusil d'assaut standard de l'armée américaine, des milliers de munitions, des gilets pare-balles, des masques à gaz, des lunettes de visée pour le tir, des rations de survie et des talkie-walkie avec leur batterie. L'homme était un peu survivaliste et ne s'en cachait même pas. Il fréquentait régulièrement les stages d'entraînement à la survie. Il semblerait également qu'il était persuadé de la fin du monde prochaine. Mais en tout état de cause, cela ne fait pas de lui un meurtrier. En septembre 2020, Frédéric Limolle avait d'ailleurs pris le soin de renouveler sa licence au club de tir sportif de Salon de Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, la ville où il avait auparavant résidé et dirigé une entreprise en conseil informatique. Sa nouvelle compagne Sandrine est également membre de ce club de tir. On est un peu surpris par la reconversion professionnelle surprenante de cet homme qui, au départ, a une formation initiale d'informaticien, plutôt doué d'ailleurs. Il est en outre le père d'un enfant, une fille née en 2013, qu'il a eue avec sa première épouse prénommée Catherine, qu'il a épousée l'année d'avant à Dubaï, où il travaillait. Au niveau judiciaire, l'homme est connu pour des faits répétés de non-paiement de pensions alimentaires et de menaces de mort. Lui-même avait également porté plainte en juin et en août 2020 pour non-présentation d'enfants. Mais on est là dans les litiges connus et usuels des séparations et des divorces difficiles qui n'expliquent en rien le déchaînement de violence de ce mardi soir. Sauf, hélas, à bien connaître l'individu et savoir maîtriser ses pulsions mortelles. Ubuesque aussi sera cette convocation de Catherine, l'ex-épouse de Frédéric Limolle, devant le tribunal judiciaire d'Avignon le mardi 19 janvier 2021, pour cette affaire de non-représentation d'enfants. Lui est mort depuis 1 mois maintenant, mais cela n'éteint malheureusement pas l'action publique. Il avait déposé plainte et la justice doit passer. Parfois la justice se semble marcher sur la tête. Les chasseurs du coin, qu'il fréquentait assez régulièrement, dresseront a posteriori de l'homme un portrait nettement moins flatteur. Je les cite, c'était un mec totalement imprévisible et violent. Les premiers témoignages recueillis par les gendarmes confirment des accès de violence réguliers et aussi une dépendance à l'alcool, allant crescendo avec le temps. Il est vrai que les deux vont parfois de pair. Sandrine, sa compagne au moment des faits, l'avait rejoint au Crau au cours de l'année 2018. Le couple était-il fusionnel ou avait-il vite connu des désenchantements, dus a priori au caractère irascible et particulièrement violent de Frédéric? L'enquête judiciaire peinera à le démontrer, mais ne l'écartera pas, loin s'en faut et témoignage à l'appui. On retiendra en fin de compte qu'elle avait déjà alerté à plusieurs reprises les autorités quant au comportement violent de son compagnon. Sur la dangerosité de Frédéric Limolle, loup solitaire, elle avait déposé une première plainte non suivie d'effets judiciaires et même envoyé un message très personnel à Madame Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Là encore, sans obtenir de réponse satisfaisante. Elle se sentait bien seule. Tous les actes judiciaires établis par les enquêteurs judiciaires de la gendarmerie nationale, en l'occurrence la section de recherche de la gendarmerie de Clermont-Ferrand, co-saisie avec les unités de recherche de la gendarmerie du département du Puy-de-Dôme, sont transmis au fil du temps en cours d'année 2023 au juge d'instruction que le parquet de Clermont-Ferrand avait pris soin de nommer. On a là classiquement tous les procès-verbaux techniques dressés sur les lieux, les très nombreux relevés effectués, des planches photographiques richement illustrées, les procès-verbaux de perquisition, les procès-verbaux d'audition des très nombreux témoins, près de 200 personnes ont été entendues et les nombreux objets placés sous scellé. Nous l'avons vu, l'homme est mort peu après les faits. Il y a donc de droit extinction de l'action publique à son encontre. Il n'y aura sans doute pas de procès criminel pour cette terrible affaire, car, comme l'a relevé l'enquête judiciaire menée sur une commission rogatoire, il n'y a ni complice, ni co-auteur, ni autre personne susceptible d'être mise en cause, connue à ce jour. L'homme a bien agi seul et de son propre chef. Même si au départ le juge d'instruction nommé et les enquêteurs judiciaires ne s'étaient privés d'étudier d'autres pistes. Ils avaient tout d'abord pensé à une éventuelle complicité de Sandrine, la compagne désormais veuve de Frédéric Limolle. Sous l'emprise totale, cette femme a-t-elle joué un rôle dans la tuerie ? Son appel au secours était-il sincère ce soir-là ? Après tout, cet adepte du tir sportif avait bien aidé le tueur au fil des années à se constituer son impressionnant arsenal d'armes. Il fallait purger cela et le jeudi 1er juin 2023, Sandrine est donc placée en garde à vue. Les enquêteurs judiciaires et le magistrat instructeur savent qu'ils jouent ici leur va-tout, si d'aventure elle était impliquée d'une manière ou d'une autre. Sandrine est placée en garde à vue pendant 36 heures, avant de ressortir libre, après avoir contesté d'abord toute connaissance des funestes projets du tueur et prouvé les faits. Son avocat, maître Pierre de Comble, de Nèves, est plutôt satisfait. On ne reproche absolument rien à sa cliente et c'est clair. Et de toute façon, de nombreux témoignages avaient déjà corroboré ses dires. La seconde piste explorée par les enquêteurs judiciaires et le magistrat instructeur a été celle d'une manipulation orchestrée par un aspirateur maléfique ou un gourou ingénieux. Elle ne donnera cependant pas plus de résultats. Des recherches encore compliquées par les derniers gestes de Frédéric Limolle dans sa maison. N'oublions pas qu'il avait mis le feu à son matériel numérique avant de fuir. Pour cet informaticien de 48 ans, peu investi dans la vie communale, vivant très à part, qui voulait se reconvertir à la grande surprise de ses proches dans l'élagage et le travail forestier. La fin du monde était toute proche, il en était intimement convaincu. Avec la pandémie due au Covid-19 et l'isolement forcé imposé aux Français, la dérive de ce survivaliste abreuvé par les idées d'une ultra-droite s'est encore accentuée, jusqu'à l'entraîner dans une sorte de folie irrationnelle. D'ailleurs, son activité forestière, entamée en 2019, va vite péricliter, faute au Covid-19, diront les uns, faute surtout à un engagement personnel suffisant, diront ses détracteurs. À bien chercher, il y a sans doute des deux. Sa compagne dira que depuis 2 ans, il ne travaillait plus avec assiduité, vivant dans son mode d'utopie. Près d'1 an plus tard, en toute fin d'année 2023, faute effectivement de mise en examen, l'instruction judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat se dirige donc vers un non-lieu. C'est juridiquement logique et signe de la clôture prochaine des investigations. Le magistrat instructeur avait rejeté fin juin une demande de reconstitution des faits déposés par les parties civiles et leurs avocats. Les juristes le devinent, c'est bien souvent le dernier acte d'instruction d'une enquête criminelle. Et malgré tout, la justice a avancé. Il y a 20 ou 30 ans encore, cette affaire aurait simplement été classée sans suite, par extinction de l'action publique. Il n'y aurait même pas eu désignation d'un juge d'instruction et ouverture d'une information judiciaire.
Aujourd'hui, cela est fait bien plus fréquemment, eu égard au respect dû aux victimes et aux parties civiles. Alors, à défaut d'une reconstitution en bonne et due forme, effectuée sur les lieux du drame, scène toujours dramatique à rejouer, le magistrat instructeur a alors proposé aux victimes et aux parties civiles la présentation d'une modélisation en images 3D des événements, tels qu'ils sont survenus. Cet outil de travail utilisé par les enquêteurs judiciaires de la Gendarmerie nationale pour bien comprendre les faits a été peaufiné par les experts de l'IRCGN, l'Institut Recherche Criminelle de la Gendarmerie nationale, basé à Pontoise, dans le département du Val d'Oise. Pour autant, le dossier judiciaire n'est pas encore clos. Il n'a ainsi pas encore été communiqué à M. Éric Maillot, le procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Et l'arrivée toute récente d'une nouvelle juge d'instruction, Madame Mahé Saint-Bille, va retarder un peu cette démarche, le temps qu'elle motive une quelconque décision. Notons aussi, mais de façon tout à fait anecdotique, qu'Éric Maillot, le procureur de la République, avait déjà été amené à gérer judiciairement et médiatiquement la tuerie de Chevaline, en Haute-Savoie, lors de l'été 2012, alors qu'il était en poste à Annecy. De leur côté, certaines parties civiles craignent que, finalement, ce dossier soit bâclé. Elles entendent se battre et se sont fait assister d'un ténor des barreaux français, maître Gilles Jean Portejoie, qui assiste notamment la veuve de Cyril Morel. Fin connaisseur des arcanes judiciaires, le Conseil a ainsi préparé un pourvoi en cassation contre la décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel, juridiction du second degré qui a validé le rejet de la demande de reconstitution au tout début du mois de décembre 2023. Et les parties civiles réfléchissent également au dépôt d'une nouvelle et éventuelle plainte pénale, ciblant plus précisément les conditions d'intervention des diverses unités de la gendarmerie ce soir-là, sans toutefois avoir arrêté la qualification juridique qui serait visée, comme par exemple la mise en danger de la vie d'autrui. Quel est l'objectif réel et profond de cette plainte si elle était déposée ? Ce serait d'obtenir tout simplement l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire au champ plus large. En effet, la mère de l'une des victimes, Madame Marilyn Montanaro, s'interroge aujourd'hui encore sur le rôle précis joué par son fils ce soir-là. Elle l'a expliqué ainsi aux médias. Je la cite. « Je ne comprends pas ce que mon fils Arnaud, simple gendarme adjoint volontaire, non encore gendarme de carrière, faisait sur une intervention aussi dangereuse. » Elle pointe aussi les faiblesses des communications échangées entre le centre opérationnel de la gendarmerie à Clermont-Ferrand et les unités directement engagées sur le terrain. Elle continue d'expliquer ce qu'elle croit juste avec l'aide de son conseil, maître Jean-François Canis. Je la cite. Les personnes qui alertent le 17 ce soir-là sont très précises sur le danger et l'armement dont dispose Frédéric Limolle. On comprend tout de suite que ce n'est pas un simple forcené. C'est exact et personne ne peut le contester puisque l'appel a été tracé et est resté enregistré. Personne non plus ne peut nier les décisions prises ce soir-là par les opérateurs, les échanges entrepris, les mises en garde retransmises. Toutefois, quelle que soit l'issue judiciaire attendue, la tuerie survenue dans la commune rurale de Saint-Just a déjà incité la gendarmerie nationale à revoir toute son organisation lors d'interventions réputées dangereuses. Ainsi, les gendarmes adjoints volontaires, encore sous contrat, comme l'était le brigadier Arnaud Mavel, ne peuvent plus faire partie d'un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Les PSIG, unités aux missions toujours potentiellement dangereuses. Ces dernières unités ne seront plus composées désormais que d'officiers et de sous-officiers, un gage de professionnalisme encore accru. Ces unités, également jugées pas assez équipées, seront donc très vite dotées désormais de nouveaux matériels et ce en quantité suffisante et en qualité irréprochable. Même si le processus avait déjà démarré suite aux attentats de novembre 2015. Le jeudi 24 décembre 2020, c'est Noël. Pour beaucoup, le cœur n'y est pas. Les stigmates du drame sont là.
Le village est encore investi par moments par des gendarmes spécialistes qui effectuent les dernières constatations, les derniers relevés, notent les ultimes renseignements. Les lieux ont été sécurisés et interdits d'accès pour un certain temps, s'imagine-t-on ici avec raison. À la mi-journée, 1 minute de silence est respectée à Ambert, devant la mairie, en hommage aux victimes. La sirène des pompiers et le glas des cloches de l'église ont retenti. L'effroi n'est pas retombé. Les obsèques solennelles des 3 gendarmes tués ont eu lieu à Ambert, leur ville d'affectation, sur la place du Pontel, place centrale de cette petite sous-préfecture auvergnate, le lundi 28 décembre 2020. Le froid est glacial. L'ambiance, elle, est au silence et au respect. Il y a là tous les représentants des autorités nationales, régionales, locales. En premier lieu, le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, la ministre des Armées, Mme Florence Parly, puisque les gendarmes sont des militaires, et tous les autres. Et, devant un écran géant et sous la musique militaire de la garde républicaine, déplacée depuis Paris, les amis aussi, innombrables, connus ou anonymes, courageux ou en pleurs. 2000 personnes au moins, visibles sur place, plus sans doute, discrètes retenues, réparties juste après, sans rien dire, car justement, il n'y avait rien à dire. On assistait à la cérémonie. Les 3 militaires ont été promus au grade de lieutenant-colonel pour Cyril Morel, de major pour Rémi Dupuis et de gendarme pour Arnaud Mavel. Cités à l'ordre de la Nation et décorés de la Légion d'honneur, ils ont également reçu la médaille de la Gendarmerie nationale avec palme de bronze et la médaille de la sécurité intérieure, échelon or. Par ailleurs, le major Dupuis et le gendarme Mavel se sont vus décerner la médaille militaire par Florence Parly, le lieutenant-colonel Cyril Morel étant déjà titulaire de cette distinction. Les gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale d'Ambert ont adopté cette devise du général François Athanas, charrette de la contrie, général royaliste des guerres de Vendée. Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Et on a entendu cette courte phrase du ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, phrase qui donne du sens à leur action au quotidien. Je le cite. Les gendarmes, première ligne, dernier rempart. Tous ont continué leur travail, comme avant, en sauvant même des gens quand l'occasion se présentait, et elle s'est présentée 2 fois peu après. Ça permet en tout cas de reprendre goût à la vie. Le jeudi 22 juillet 2021, le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, de passage dans le département du Puy-de-Dôme, est revenu rendre visite aux gendarmes d'Ambert. C'est le moment de décoration officielle, de remerciements et d'annonces. Fichier des auteurs de violences familiales, durcissement de la loi sur la vente et la détention d'armes de guerre, formation des personnels. Nous sommes 1 an après le drame, en décembre 2021, sur place dans ce bourg isolé où rien ne semble avoir été changé depuis la nuit du drame. Les rubans de la gendarmerie marqués, zone interdite, barrent toujours encore le portail de ce qui est maintenant une ruine, renforcée par des grilles. La justice n'a pas encore levé l'interdiction d'y pénétrer. Cela viendra en son temps. Les quelques voies d'accès à cette ruine sont, elles aussi, toujours interdites, sauf aux plus proches riverains, depuis que le maire a pris un arrêté pour lutter contre le voyeurisme qui s'invitait dans ce hameau perdu. Le vendredi 22 décembre 2023, 3 ans après les faits, au cours d'une cérémonie empreinte d'une émotion toujours vive, a été dévoilée une plaque mémorielle en présence du général de corps d'armée Christophe Marietti, commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité du sud-est de la colonelle Madi Scherer, nouvelle commandante du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme, et du capitaine Jean-Michel
Tourlonia, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale d'Ambert. Les autorités judiciaires, administratives sont présentes elles aussi, recueillies et graves. Personne n'a oublié la nuit maudite. Au sein de la gendarmerie, personne non plus n'a oublié le décès, de manière quasi identique, de 2 gendarmes féminins, drame survenu à Colombrières, dans le département du Var, en 2012. C'était déjà dans le cadre d'un contexte de violence intrafamiliale, et l'auteur était là aussi, un homme surexcité et violent. Je souhaite énormément de courage aux familles des victimes. Et je suis désolée, mais ma souris m'a lâché, donc je n'ai pas pu faire un montage sur cette vidéo. Je reçois très prochainement une autre souris, donc mon ordinateur sera 100% opérationnel. Donc voilà, encore 1000 excuses. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.